Bien, alors nous voilà maintenant, après je veux dire, le début de l'opération spéciale, les contrariétés tactiques, semble-t-il, pour les Russes. On rentre dans le dur, c'est le cas de le dire, on rentre dans le dur avec ce qui va être finalement la conquête du Donbass. Ou la libération, hein, diront les russophones et les habitants de ces régions, et avec comme point d'orgue la bataille de Mariupol. Alors, je propose de commencer peut-être par la bataille de Mariupol parce que elle va se dérouler sur une ville extrêmement importante, qui est un port en plus. Hein. Le contrôle de la mer d'Azov et de la mer Noire c'est une question très importante. Et ça se passe sur un territoire qui a été conquis très vite, dans les premiers jours. Hein, parce que quand on dit que le plan russe a échoué, on oublie de dire que si on rapporte ça à la surface d'autres pays, on s'aperçoit que ce sont des zones très très importantes et qu'on se retrouve avec un front qui fait plus de 1200 kilomètres. Hein, ce qui n'est pas un petit front quand même. Hein, donc voilà. Alors, la conquête du Sud rapide et la bataille de Mariupol. Alors, la conquête du Sud, c'est le plus grand succès opératif des Russes, hein, puisque toute la région quasiment de Kherson et de Zaporozhye est assez vite conquise. Hein. On voit même des pointes vers Nikolaïev se dessiner assez rapidement. Et donc, la seule poche de résistance qui va se créer dès la fin du mois de février, hein, dès le 28 février, c'est la ville de Mariupol dans laquelle vont se retrancher deux unités emblématiques, hein, les fusiliers marins de la 36e brigade ukrainienne et bien évidemment le régiment Azov avec donc à la fois des éléments on va dire d'origine, hein, ouvertement néo-nazis, et puis des membres de la garde enfin de la garde nationale qui sont mélangés avec eux. Donc cette bataille, ça va devenir l'épicentre, hein, de toutes les discussions, de tous les rapports médiatiques, hein, parce que il va falloir élever Mariupol au rang de ville martyre. Il va falloir nous raconter que les Russes opèrent comme des cochons pour prendre la ville, etc. Et très étrangement, on va avoir un narratif qui va s'installer d'un point de vue militaire qui n'a absolument rien à voir avec celui qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a à peine 5 ans, au sujet de la ville de Mossoul, reprise par la coalition menée par les États-Unis en Irak. Hein. C'est-à-dire que là, quand Mossoul a été détruite à peu plus de 70-80% par la coalition de manière méthodique, de manière régulière pendant presque 9 mois, les journalistes nous parlaient des avancées, des sacrifices des assaillants. Hein. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sacrifices de la part des assaillants parce que c'était globalement des troupes autochtones, hein, des Kurdes, des Iraniens ou des Irakiens. Il y avait très peu de soldats de la coalition en première ligne pour mener les combats contre Daesh, alors que là, tout s'est inversé, hein, de manière assez drôle, entre guillemets, c'est que là, les assaillants étaient débouchés et puis les défenseurs étaient des héros qui se sacrifiaient pour la liberté, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en combat urbain, hein, il n'y a pas de, il y a toujours pas de méthode qui marche à 100%, ça n'existe pas. Hein, je rappelle qu'à Mossoul, on nous a dit que la coalition était équipée des dernières bombes guidées, des meilleurs canons pour appuyer les troupes autochtones pour reconquérir la ville, et c'est vrai, mais simplement, ça n'a pas empêché la destruction de la ville et ça n'a pas empêché des milliers de civils irakiens innocents de mourir. Et bien là, il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire que l'armée russe et les forces de la République de Donetsk et les Tchétchènes de la garde nationale russe ont opéré dans des conditions à peu près équivalentes, dans un environnement urbain qui, à l'inverse de Mossoul, possédait un élément non négligeable, c'est-à-dire cette immense structure industrielle qu'est Azovstal, avec ses caves qui datent de l'époque, enfin ses caves, ses abris anti-atomiques qui datent de l'époque soviétique, hein, qui sont sur plusieurs mètres de profondeur, des galeries interminables pour abriter en fait toute la main-d'œuvre de l'usine à l'époque soviétique s'il y avait eu une guerre nucléaire. Et donc,
les Russes, avec les instruments qui sont les leurs, avec une doctrine qui est encore en cours d'élaboration depuis l'expérience syrienne, ont tenté de reprendre la ville sans tuer toute la population. Alors bien sûr, il y a eu des morts, il y a eu des opérations qui font l'objet aujourd'hui encore d'enquêtes pour savoir s'il y a eu des crimes de guerre ou ce genre de choses. Hein, le premier qui parviendra un jour à reprendre une ville sans commettre de crimes de guerre contre une population, je ne sais pas où il se situera dans notre histoire et dans notre futur, mais ce n'est pas demain la veille qu'il y parviendra, j'en suis persuadé. Et puis ensuite, on nous a aussi, là encore, caché quelque chose que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est que Mariupol est une ville qui s'était soulevée en faveur de l'autonomie. Hein. Alors on a du mal à croire que des troupes issues de la République du Donetsk qui viennent reconquérir cette ville viennent avec l'idée d'exterminer sa population, alors que parmi elles, on doit compter des gens qui sont des familiers, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de combattants des milices du Donbass qui sont partis de leur propre région parce qu'elles étaient sous le contrôle ukrainien. Hein, donc on a du mal à imaginer ces libérateurs venant dans leur ville d'origine pour tout casser, pour tout détruire et surtout pour tuer les gens qui leur sont familiers. Hein. Donc tout ça, ça a été, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu bien évidemment d'exactions, c'est pas mon propos, il y en aura toujours, c'est plutôt ça mon propos, hein, et de toutes parts. Et puis on a eu aussi les témoignages qu'on finit par filtrer que les néo-nazis d'Azov faisaient tout leur possible pour utiliser cette population, et on le comprend, puisque ce sont des gens qui leur sont opposés comme des boucliers humains, en les maintenant dans des bâtiments, en les maintenant dans des structures, sachant pertinemment que ces structures allaient être la cible de l'artillerie russe ou de l'aviation russe. Hein. Voilà dans quel contexte Alors, tout ça Sylvain, s'est déroulé. ça, c'est un affreux blasphème, hein, parce que Ah oui, oui. Amnesty International s'est permis de faire un rapport. Après, France Télévisions, d'ailleurs, qui avait fait un reportage là-dessus, sur l'utilisation des populations civiles comme bouclier humain, avec je veux dire, par ces bataillons néo-nazis pour des raisons qui se comprennent. On trouve des vidéos qui ont été tournées de la télévision, des interviews de journalistes, etc., entre 2014 et 2021, hein, où les amis de M. Zelensky traitent les russophones de sous-hommes. Oui, Il y oui, en a oui. même un, c'est extraordinaire, il y en a même un sans que la journaliste de la télévision ne le fasse taire, qui disent, ben oui, mais il faudra en tuer 1,5 million, ils sont en trop. Enfin bon, des choses comme ça. Alors je ne dis pas qu'il y avait de l'extermination, mais il y avait une mentalité, hein, particulière liée à cette occupation de Mariupol. Et puis bon, il y a autre chose, parce que la bataille de Mariupol a une dimension symbolique. Je me rappelle le titre du Monde après la capitulation d'Azovstal, disant oui, c'est une victoire militaire russe, mais c'est une défaite politique. Ah bon, d'accord. Hein, y a eu beaucoup de vidéos, c'est assez extraordinaire sur Telegram. Et puis il y a un documentaire qui est en cours de montage. On a eu quelques extraits qui montrent effectivement autour d'Azovstal, hein, la violence de cette bataille, avec cette particularité, c'est que contrairement à la doctrine classique qui consiste à considérer que pour mener un combat urbain, il faut être à 3 contre 1, voire 5 contre 1. Et là, Oui, 5 contre 1. Voilà. on était à la parité. C'est-à-dire Ah que oui, alors ça, c'est la particularité tactique de ce combat qui va, je pense, devenir l'objet d'études pour les historiens militaires pour plusieurs générations. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un assaillant qui est, oui, effectivement, à la limite de la parité, hein, face aux défenseurs. Et un défenseur qui, à l'inverse de Daesh, par exemple, à Mossoul, n'est pas un combattant improvisé d'une milice ou ce genre de choses. Hein. Là, je le rappelle, que ce soit les combattants d'Azov ou que ce soit les combattants des fusiliers marins ukrainiens, ce sont des combattants expérimentés et c'était aussi des combattants qui étaient très bien armés, très bien équipés pour mener la défense de la ville. Hein. Ils avaient tout ce qu'il fallait, notamment en armes anti-chars et même en blindés, hein, et aussi en artillerie. On l'a découvert à travers l'épisode du bombardement de la prison dans laquelle sont les membres d'Azovstal aujourd'hui. Ils avaient des pièces d'artillerie avec lesquelles ils reconnaissent qu'ils tiraient sur les troupes assaillantes. Ça veut donc dire qu'eux aussi faisaient du tir indéterminé sur des positions où potentiellement il y avait des civils qui étaient passés sous le contrôle des Russes. C'est là qu'on voit donc toute l'hypocrisie du discours autour de crimes de guerre, etc., en zone urbaine.
on va nous expliquer qu'il y a eu cette histoire de la maternité de Mariupol qui a été depuis longtemps complètement débunkée par des gens sérieux, hein, et qui, si on veut rester prudent, si on ne veut pas accepter ces débunkages, ce que je peux encore entendre, on va rester prudent. Il n'y a à l'heure actuelle aucune conclusion d'enquête officielle internationale qui nous permet de dire qu'il y a eu tel ou tel crime dans cette maternité. Et on pense aujourd'hui qu'il est clair que c'est un montage. Voilà. Idem pour le théâtre de Mariupol, hein, puisque là aussi, on n'a pas encore déterminé ce qui s'est réellement passé dans cette zone. Mais effectivement, la grande particularité de ce siège, enfin de cette bataille par rapport à Mossoul, la coalition est arrivée avec plus de 100 000 combattants pour attaquer 10 000 djihadistes. Là, on s'est retrouvé avec 12 000 Russes et alliés, hein, République du Donetsk et Tchétchène, contre environ 8 500 défenseurs, hein, selon les estimations russes. Hein. Peut-être étaient-ils plus nombreux. On a du mal à compter du côté ukrainien parce qu'on ne sait pas exactement combien de territoriaux ou de membres de la garde nationale ont été incorporés dans la défense de la ville. Hein. Mais en tout cas, on est loin de la disproportion de 10 contre 1 que les Anglo-Américains ont développé à Mossoul en 2016-2017. Et pour un résultat qui reste quand même beaucoup plus surprenant, puisqu'à la fin, malgré la résistance héroïque des Ukrainiens, en 3 mois, c'est terminé. Hein, c'est-à-dire que, enfin même pas 3 mois, oui, si 3 mois si on compte le siège d'Azovstal, en 3 mois c'est réglé. Hein, les combats de haute intensité durent 2 mois, puis ensuite on a à peu près un mois de résistance, plus ou moins active, plus ou moins médiatisée, de la garnison réfugiée dans Azovstal. Donc voilà, ça fait quand même quelque chose de très surprenant de la part de l'armée russe et de ses alliés quand on compare à ce que l'OTAN et ses alliés ont pu faire en Irak. On aura donc l'occasion de reparler de Mariupol, puisque effectivement, ça, je pense qu'il y aura ce que les militaires appellent un rétex, retour Ah oui. d'expérience. Hein. On regardera de nouveau ces experts de plateau nous dire qu'en matière de guerre urbaine, les Russes n'y connaissaient rien, ils n'étudiaient pas cette chose-là, alors que c'était probablement le contraire. Hein. Ils ont justement fait un effort dans ce domaine et il y a eu ce résultat. Alors, le Donbass maintenant, après donc la conquête du Sud et la victoire symboliquement très forte de Mariupol, comment est-ce que les Russes ont abordé la conquête du Donbass, qui était, d'après ce que j'ai compris, extrêmement fortifiée hein, par l'armée ukrainienne qui avait construit des éléments de défense extrêmement puissants. Alors, en fait, donc à partir du moment où, à la fin mars, l'état-major russe sanctionne la fin de ce qu'ils appellent la première phase des opérations avec le retrait des unités qui sont dans le secteur à la fois de Soumy et puis de Kiev, et donc qui ne représentent vraisemblablement que un tiers des effectifs engagés, on a un recentrage à la fois sur donc Mariupol et puis ensuite sur le Donbass. Alors, le Donbass va venir en second, et le point d'effort principal va d'abord toucher la région, on va dire, la plus au nord du front du Donbass, c'est-à-dire Severodonetsk et Lysychansk. Hein, parce que face à Donetsk, la ville de Donetsk elle-même, effectivement, on a des lignes de fortification les plus puissantes jamais érigées depuis la ligne Maginot, je pense, hein, sur le territoire européen. C'est quelque chose qui doit ressembler aux fortifications qui existent sur le 38e parallèle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Hein. C'est de ce niveau-là, donc c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Donc les Russes ne sont pas fous, hein, ils n'ont pas l'intention, en tout cas à ce moment-là, d'attaquer en facial cette partie-là. Donc ils vont concentrer leurs efforts sur deux grandes villes hein, qui sont jumelles, hein, Lysychansk et Severodonetsk, et là on va avoir une intensification des combats à la mi-juin. Ça va durer 2 semaines et demie à peu près. Et là, on va avoir une liquidation de ces deux grandes poches de résistance ukrainiennes. Là, on va encore s'interroger sur la stratégie ukrainienne hein, qui fait qu'on va envoyer des unités. Hein, les deux villes sont séparées par le Donetsk et on va envoyer des unités de l'autre côté du Donetsk avec quasiment une impossibilité de s'évacuer si elles sont coupées. Autour desquelles on va faire beaucoup de publicité, mais pour des résultats militaires qui sont très limités et puis qui sont même des fois contre-productifs parce que ces hommes-là vont être perdus, hein, tués, blessés, capturés, ou en tout cas leurs unités vont être disloquées au point qu'ils ne pourront pas reprendre le combat rapidement.
Et donc, on arrive début juillet, on a tout l'oblast de Lugansk qui est libéré. Sur les 2 républiques séparatistes, il y en a une sur 2 qui est complètement libérée. Et donc, depuis le début du mois de juillet, les Russes s'attellent à ébranler avec des coups qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils ont fait avant. C'est-à-dire qu'on a des unités où les Russes, les unités de mêlée russes ont disparu, hein, c'est ce qu'on a expliqué dans nos bulletins hebdomadaires. On a majoritairement les unités des 2 républiques, les Tchétchènes et les mercenaires de Wagner qui sont à l'œuvre, hein. Les Russes restent là avec l'artillerie, l'aviation, probablement des forces spéciales, mais les gros bataillons ne sont plus là. On les a mis au repos pendant tout le mois de juillet. Et donc, on va avoir l'artillerie qui va jouer un rôle colossal pour grignoter cette ceinture de béton, cette ceinture de fortification. On va avoir cette volonté aussi d'attaquer dans certains secteurs qui paraissent très fortifiés, parce qu'il faut aussi donner des gages politiques à la population de Donetsk qui continue d'être bombardée, notamment avec les fameuses mines papillons, hein, qui sont interdites par les conventions internationales et dont le bombardement a redoublé depuis le milieu de l'été, avec des pertes parmi la population civile, des enfants, des vieillards, enfin des choses qu'on ne voit pas sur nos canaux d'information occidentaux bien pensants. Et donc, il faut aussi porter des coups. C'est là qu'on voit que les 2 camps sont aussi obligés de jouer sur le côté politique et médiatique. On va aussi s'attaquer à cette ligne de fortification depuis le début du mois d'août, parce qu'il faut montrer à la population du Donbass qu'on va en finir avec cette impunité qui permet à l'artillerie ukrainienne de tirer sur la population à peu près quand elle veut et avec des dégâts considérables. Voilà. Donc Alors, donc, aujourd'hui, si je comprends bien, Sylvain, euh, les Russes qui avancent à pas menus, hein, c'est parce que effectivement, ils grignotent ce que disait Joffre en 1915, hein, de oui, façon assez catastrophique. Je les grignote, je les grignote. Mais là, oui, là, c'est pas le cas, là. là, c'est pas le cas. C'est bon, je vais dire, ils assomment. Ils assomment, Voilà. mais ils sont mesurés dans la conquête du terrain. Et c'est là où justement je m'interroge parce que à plusieurs reprises dans nos vidéos précédentes, vous avez dit, puis je le sais, on en a discuté, que l'affaiblissement de l'armée ukrainienne, hein, et on va dire un petit mot du matériel occidental, l'affaiblissement de l'armée ukrainienne devrait permettre de donner 1, 2 ou 3 coups d'épaule, hein, pour finalement faire s'effondrer la plupart des systèmes de défense. Or, ça ne vient pas. Or, ça ne vient pas. Alors, je voudrais qu'on parle de cette question que j'avais posée dans la vidéo précédente. Vous n'aviez pas pu, tu n'avais pas pu aller au bout, hein, et les gens s'étaient plaints, hein, donc de ne pas avoir eu la totalité de la réponse. Donc, on va y revenir. Simplement, concernant parce que on a commencé par cette information concernant la contre-offensive qui a une portée essentiellement médiatique. Les pauvres Ukrainiens qu'on envoie au hachoir, c'est pas pour effectivement des résultats militaires significatifs, c'est pour des raisons politiques et des raisons de communication. Donc, pour qu'on continue à leur fournir du matériel. Qu'en est-il de ce matériel? Est-il utile? Et quelles sont les difficultés? Et deuxièmement, qu'en est-il de ce qu'on raconte, hein? J'entendais hier Jacques Beau, hein, valider l'hypothèse que j'avais concernant la vente des deux canons français, Caesar ou César, je ne sais pas comment on prononce, hein, aux Russes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet apport à l'armée ukrainienne, sachant qu'en volume, nos médias nous parlent de milliards, nous parlent de matériel, on voit de temps en temps des vidéos. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet apport? Alors, la première chose, c'est que ce qui est important, c'est pour nous occidentaux, c'est d'abord la communication autour de ces apports. C'est-à-dire que le but, c'est de nous faire comprendre que nous sommes tous unis en faveur de l'armée ukrainienne, du peuple ukrainien, et qu'on va lui donner tous les matériels dont elle a besoin, hein.
Il est d'ailleurs remarquable que dans cette communication, les gens font pas très bien leur travail en tant que journaliste, hein. Je pense à cette brave journaliste de Libération qui un jour nous dit que les T-72 russes sont fragilisés par leur système de chargement automatique de leurs obus et qui, quelques jours plus tard, et ce qui est vrai, hein, elle a raison dans ça, mais qui nous dit de l'autre côté que c'est formidable parce que la Pologne vient d'en céder 200 exemplaires à l'armée ukrainienne. Alors on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si le T-72 a des fragilités que tous les experts reconnaissent aujourd'hui, quel est l'intérêt d'en donner 200 à l'armée ukrainienne? Je ne sais pas où est la cohérence dans tout ça. Bon, bref, Ça s'appelle du déstockage. voilà, c'est ça, c'est du déstockage, hein, puisque tout le monde sait que la livraison de ces 200 T-72 polonais modernisés à l'armée ukrainienne sert ni plus ni moins à ouvrir une ligne pour mettre du M1 Abrams américain à la place. Hein. Les contrats avaient été déjà pré-signés avant le début de l'opération spéciale entre l'armée polonaise et les États-Unis. Donc, en fait, le problème qu'on a, c'est que ce sont donc d'abord des effets d'annonce à destination des Occidentaux, des effets d'annonce qui sont aussi repris en Ukraine à destination de la population et de l'armée pour dire, bah voilà, continuons la bagarre parce que on est appuyé par l'Occident avec ses matériels. Ensuite, quand on regarde la réalité, bah là, bien évidemment, on tombe un peu dénu parce qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que CBS nous a montré cet été que pas plus de 30% de tous les matériels qui étaient envoyés là-bas aboutissaient à la ligne de front. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne rentrent pas en Ukraine, mais ça veut dire qu'une fois qu'ils sont en Ukraine, il devient difficile de savoir combien d'exemplaires vont vraiment entre les mains des combattants sur la ligne de front et à quoi servent réellement ces armes une fois arrivées là-bas. Donc 30%, bah, ce n'est pas beaucoup, et en tout cas, ce n'est pas suffisant. Hein, surtout pour les matériels les plus déterminants, et je pense notamment à tout ce qui est lance-missiles anti-chars. Hein, donc l'Ukraine en avait beaucoup au début de la guerre, hein, c'est comme ça qu'elle a remporté des succès tactiques indéniables, mais là aujourd'hui on ne sait plus très bien combien d'exemplaires sont vraiment arrivés. Les experts occidentaux et les Américains en premier, sous la pression du Sénat américain, commencent à s'inquiéter de savoir si certains ne sont pas revendus sur les marchés parallèles. Et on sait très bien, on l'a vu sur Telegram, qu'il y a effectivement, via le Darknet, une partie de ces matériels qui sont déjà revendus à des organisations qui ne sont pas étatiques et qui vont peut-être nous poser des problèmes de sécurité dans quelques mois, sinon quelques années. Et donc, l'efficacité reste très limitée. En plus, pour les gros matériels comme le HIMARS, comme le César, etc., que nous disent Scott Ritter ou le colonel McGregor, hein, le colonel McGregor, ce week-end, il nous expliquait qu'aujourd'hui, les HIMARS, selon ses informations, il dit, je n'ai pas les moyens de le vérifier, mais voilà ce que me disent des gens qui sont américains et qui sont sur le terrain en Pologne, qui forment les Ukrainiens, c'est que certains HIMARS se sont ni plus ni moins servis par leurs équipages américains en Ukraine. Hein. Il avance cette possibilité-là parce C'est ce que que, Yakovlev voulait hein, concernant les Césars. Hein. Le général voilà, sauf, Yakovlev, qui est un général français ayant fait sa carrière à l'OTAN, hein, voilà, qui nous disait ça. Alors, je réinterviens toujours pour signaler et pour poser la question. Hein, ce que j'avais entendu de la part de nos grands experts de plateau, que au bout de quelques semaines de guerre, que les Russes n'avaient plus de munitions. Hein, qu'ils étaient totalement et donc si j'ai bien compris à certains moments ils tiraient dans la journée autant d'obus que les États-Unis livraient en un mois hein, pour servir. Donc bon, on se retrouvait effectivement avec quelque chose qui relève. Alors, je pense que le moment venu concernant cette question du déversement d'argent sur l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces matériels sont vendus à l'Ukraine. Hein. Ils sont ah vendus. oui, oui, Hein, oui, ils oui, sont vendus à officiellement, oui. l'Ukraine, hein, c'est pas des dons, c'est Ouais. vendu, hein, et comme l'Ukraine n'aura absolument pas les moyens de rembourser, on imagine que certains s'imaginent qu'ils pourront se payer sur la bête. Hein, comme les Allemands, dans un autre contexte, l'ont fait en Grèce, par exemple. Hein, il y a suffisamment de terres riches, il y a suffisamment d'équipements publics à récupérer, etc. Ce qu'avaient fait d'ailleurs les oligarques au moment de la chute de l'Union soviétique. Toutes les fortunes des oligarques de tous les pays de l'ancienne URSS, hein, ils ont volé la richesse latente qui appartenait à l'État. Alors, donc,
Effectivement, l'armée ukrainienne semble quand même, d'après ce qu'on comprend, et y compris les déclarations des militaires de haut rang britanniques, américains, et pas seulement, il y a des Français aussi, hein, qui pour certains sont largement aussi compétents que nos experts de plateau, sinon plus, nous disent que l'armée ukrainienne est quand même extrêmement fragilisée, hein, et que bon, il faudrait peut-être pas beaucoup pour la faire s'effondrer. Euh, on ne peut pas une seconde imaginer que ces contre-offensives puissent avoir le moindre intérêt militaire. Et c'est là où on se pose la question. Parce que on est déjà début du mois de septembre, l'hiver, l'automne va arriver, l'automne avec la fameuse Rasputitsa, hein, c'est-à-dire la boue, qui va rendre les opérations militaires beaucoup plus compliquées. Il y a la situation internationale. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si les Russes ne font pas, entre guillemets, durer le plaisir, hein. Si effectivement, compte tenu du contexte international, des différents rapports de force, hein, si quelque part les Russes ont intérêt à ce que l'Europe continue à s'affaiblir, qu'elle soit confrontée à de très graves problèmes sociaux avec l'hiver qui vient, les restrictions, la crise économique, la crise terrible de l'énergie qui nous attend. Le Premier ministre qui vient de nous dire qu'il y aurait des coupures autoritaires, hein, il y aurait des coupures autoritaires. Elle avait dit, je ne sais plus, elle avait eu une phrase disant que c'était au choix de chacun, mais autoritaire, hein, d'accord. Donc, le choix de chacun, ce sera son choix à elle. Donc, est-ce que du côté des Russes, il n'y aurait pas effectivement une façon d'opérer ça, attendre les élections du midterms aux États-Unis, la crise européenne qui arrive à grandes enjambées, hein, et ils n'entendent pas faire s'effondrer l'armée ukrainienne, ce qui poserait le problème diplomatique assez rapidement. Alors, il y a plusieurs facteurs et je vais pas commencer par les nôtres, je vais commencer par les Russes, parce que les leurs, parce que c'est toujours comme ça qu'il vaut mieux aborder le problème. Moi, j'ai cru pendant tout l'été qu'il y avait effectivement la nécessité, après les combats très intenses de la fin du printemps, de faire une pause opérationnelle pour l'armée russe, et j'insiste bien, l'armée russe, hein, notamment parce qu'elle a dû contrer des contre-attaques locales dans le secteur de Kharkov, pour pouvoir se réorganiser avant effectivement de porter des coups supplémentaires pendant que les autres unités qu'on a nommées tout à l'heure, elles menaient les opérations de grignotage efficaces avec une artillerie démentielle dans le Donbass. Alors, au bout de 6 semaines, mi-août, on se rend compte qu'il ne se passe toujours rien. Alors, on s'étonne. On découvre néanmoins qu'il y a deux facteurs donc, qui concernent les Russes en priorité, qui sont très importants. C'est la capacité d'introduire des conscrits sur les arrières de l'armée russe dans le secteur de Kherson et de Zaporozhye à partir du moment où ces deux oblasts auront voté au cours de référendums qui sont prévus à la mi-septembre leur rattachement à la Fédération de Russie, ce qui permettra en droit russe le déploiement des conscrits dans ces zones-là pour occuper toutes les tâches d'occupation administrative, de logistique, etc. Et qui va donc du coup libérer toutes les troupes constituées de professionnels pour mener les opérations actives de combat. Ça, c'est le premier élément. Donc, je pense que ça répond en partie au fait que les Russes n'ont pas remis encore de coup d'épaule. Ensuite, il y a la nécessité pour les Russes, on le sait, ils ont mis en place des bataillons de volontaires, des unités de volontaires, qui vont d'ailleurs devenir professionnels, entre guillemets, en termes de statut au 1er janvier, hein, parce que l'augmentation des effectifs de l'armée russe qui a été décrétée par Vladimir Poutine la semaine dernière, hein, en fait, c'est pour rentrer officiellement ces volontaires dans un statut de soldats professionnels de l'armée russe au 1er janvier. Ces gens-là représentent environ 130 000 à 140 000 personnels, hein, donc c'est un apport non négligeable, hein, c'est presque autant que les forces russes déployées au début de l'opération spéciale, et une partie de ces forces sont aujourd'hui déjà opérationnelles, hein, ils sont rassemblés à Rostov-sur-le-Don, c'est le 3e corps d'armée russe, avec les meilleurs équipements T-80, T-90 et transport de troupes BMP-3, et je pense que ces unités ne vont pas tarder, permettez-moi l'expression, à entrer dans la danse, et notamment du côté de Kherson, parce que ce serait l'endroit idéal après ce qui semble être un échec de la contre-attaque ukrainienne pour pouvoir, là, cette fois-ci, lancer une vraie contre-offensive
et se saisir assez facilement et assez rapidement de Nikolaïev et donc, par voie de conséquence, d'Odessa. Donc effectivement, ces problèmes russes, ces problématiques propres à la Russie servent aussi, à l'échelle stratégique, à un pourrissement de la situation pour l'adversaire, hein, on ne va pas se priver de le faire, et l'adversaire au sens large, parce que l'armée ukrainienne, effectivement, on sait aujourd'hui qu'on est peut-être arrivé à 100 000 morts, donc autant de blessés derrière. Ça veut dire que le corps de bataille qui était là le 24 février a probablement disparu. On a vu tout l'été sur Telegram des refusniks nous dire qu'ils ne voulaient pas monter en ligne, qu'ils ne voulaient pas y retourner. On a des histoires concernant le fait que justement les bataillons d'arrêt ont fait tirer leur propre artillerie sur des unités qui reculaient. Bref, ce que j'avais dit et qu'on m'a reproché au mois de mai dernier, à savoir que l'armée ukrainienne était neutralisée, je maintiens mes propos. En tant qu'armée, elle n'est plus capable d'opérations offensives d'envergure. Hein, elle est capable effectivement de contre-attaques localisées à un prix très élevé, mais elle n'a plus de capacité de manœuvre opérationnelle, hein, pour pouvoir mener des opérations d'envergure. Donc, la Mais ça, conjugaison. Sylvain, mais ça, c'est depuis le début, hein, quasiment. C'est tout le problème. Enfin, je veux dire, parce que Bien sûr, bien sûr. ils se sont battus incontestablement, ils ont payé un prix élevé. À Mariupol, je mets de côté les bataillons Azov, etc., qui avaient toutes les rodomontades relayées par Libération. On ne se rendra jamais. Ils se sont piteusement rendus. Et ils ont été obligés de montrer leur tatouage de brassard nazi sur les bras. Hein, mais alors que les fusiliers marins, eux, se sont courageusement battus, mais elle n'a jamais été en capacité de mener des opérations d'envergure, c'est-à-dire elle n'avait pas de capacité opérationnelle, elle était défensive, hein, ce qui n'est pas rien, hein, mais Ah non, non. voilà, assez tôt ça a pu se produire. Alors, ça va être ma dernière question, hein, c'est par rapport à ce qui vient d'être décrit et cette réflexion que je fais concernant effectivement une armée ukrainienne pas si mal équipée au départ, encadrée. Donc, Scott Ritter disait qu'elle était une des plus puissantes d'Europe, qui a été très vite privée de ses capacités opérationnelles, qui aujourd'hui est extrêmement fragile. Est-ce qu'on peut dire, comme le fait Marinus, et Marinus, c'est qui? On en a déjà parlé, c'est le probable haut gradé des Marines qui a écrit un article très élogieux sur ce que les Russes avaient fait. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'il le conclut en disant, voilà, c'est un peu embêtant d'être obligé de le constater. C'est moi qui traduis, hein, à ma façon. Donc, est-ce que effectivement, toujours dans ces histoires de rétex, on va pouvoir considérer que la guerre en Ukraine telle qu'elle a été jusqu'à présent menée par la Russie et, comme le prétendent certains observateurs américains, un modèle. Ah, je pense que oui, ça va être automatiquement un modèle. Alors, ça va être très compliqué, hein, ça va être comme pour la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'étant donné le biais idéologique, la chape de plomb idéologique qui est déjà tombée sur toute personne, nous inclus, hein, on en voit assez sur les réseaux sociaux depuis des semaines, hein, dès qu'on ose dire que voilà, l'armée ukrainienne est neutralisée, etc., on fait la propagande de Vladimir Poutine. Voilà, on sait ce qui s'est passé pour l'historiographie de l'art opératif soviétique, et je crains que malheureusement, oui, ça va servir d'exemple, mais alors à quel prix en Occident? C'est-à-dire qu'il faudra qu'une fois encore, les Américains fassent le boulot en mettant en avant, comme l'a fait Marinus, ses réalités, hein, et ses qualités, parce que ici en Europe, on est dans un aveuglement, on ne veut pas voir, on ne veut pas reconnaître à l'adversaire la moindre qualité, hein, il est hors de question. Les Russes sont mauvais, les Russes sont des tueurs, etc. Enfin, on a l'impression de voir les affiches anti-bolcheviques des années 20, hein, on en est à ce niveau-là intellectuellement, alors que quel est le problème de dire, si en plus on nous dit que c'est notre adversaire, mais c'est de la folie. Hein, c'est-à-dire que c'est ce qui avait fait bouger Glantz dans les années 60. Il revenait du Vietnam, on lui avait dit toute sa vie, les communistes soviétiques sont des incapables, et quand il est revenu du Vietnam, il s'est dit, il y a un problème. Parce que si ce sont des communistes incapables, ils sont en train de nous mettre une pâtée au Vietnam, il va falloir que je m'intéresse à leur pensée militaire. Et donc, si on dit aujourd'hui qu'on est honnêtement, et je peux le comprendre, hein, partisans de l'OTAN, partisans des États-Unis, bah, les partisans des États-Unis comme Marinus, ils ont compris leur intérêt d'étudier les doctrines aujourd'hui en application
peut-être de manière empirique du côté russe, hein. Je pense que c'est pas quelque chose, on n'est pas dans du Iserson ou du Svetchine, mais on est dans des choses qui sont mises en œuvre de manière empirique dans une situation bien particulière, qui est quand même le retour de la guerre de haute intensité pour la première fois depuis 1945, hein. Donc, automatiquement, il y a des ratés, automatiquement, il y a aussi des réussites et il ne faut pas les passer sous silence parce que même pour notre propre sécurité, si on se veut un partisan de Bien sûr. l'OTAN et de la France, eh bien, on prend des risques colossaux, hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi le plus, c'est que les gens qui viennent nous pointer du doigt, vous êtes des agents russes, etc., j'attends encore qu'ils produisent des analyses objectives pour nous montrer la menace, hein. Les Russes, c'est pas un rouleau compresseur, c'est pas quelque chose, c'est pas le nombre qui fait la force, etc. La preuve en est, hein, à Mariupol, c'est pas le nombre qui a fait la différence, c'est pas non plus l'extermination de la population civile, c'est peut-être autre chose, et donc il faudrait l'étudier. Il faudrait se pencher sur ces questions plutôt que de les traiter de salauds, de ceci ou de cela, hein, parce que l'intelligence, même si on veut s'opposer à eux, nous commande de faire autrement. C'est ce que disait Marinus. Merci Sylvain. C'était donc notre premier numéro spécial. Ça y est, on est parti. On fait des hebdos, on fait des numéros spéciaux. Voilà, il faut avoir de l'ambition. C'est de la réinformation. C'est surtout ça qui est pour nous, à nos yeux, très important. Ce que je voudrais euh, ajouter, c'est que bon, on va. J'ai quelques idées concernant d'autres interviews avec des gens qui connaissent bien la Russie, voire y habitent, hein. Et puis, je voudrais peut-être qu'à un moment, on parle de la dimension géostratégique, c'est-à-dire du déséquilibre qu'il semble exister, c'est ce que prétendent certains, sur le plan stratégique nucléaire entre la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, obsédés par la guerre contre le terrorisme, ont négligé une modernisation que les Russes ont faite et qui aujourd'hui leur donne dans le domaine stratégique une avance particulière qui les place dans une situation de dominance qui s'exprime très simplement, hein, comme le disait Jacques Beau, oui, mais on dit que Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire. Jamais le premier, ni Medvedev ni lui. C'est quand de l'autre côté, M. Le Drian, hein, notre grand ministre des Affaires étrangères calamiteux, vient dire ah bah oui, mais nous, on va pouvoir utiliser l'arme nucléaire. Hop, les Russes répondent. Ils le font jamais les premiers. Mais il semble qu'aujourd'hui, ce soit eux qui dominent. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Voilà. Oui, Bon, et comme l'a expliqué Jacques Beau hier, on sait maintenant que les Américains, eux, ont changé de doctrine sur ce point et que eux s'autorisent désormais le nous pouvons être les premiers. ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Winter is Tout à fait. coming. Bon, eh ben écoutez, à très Ouais. bientôt. Hein. À bientôt. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, merci de votre attention. Hein, j'espère que vous avez appris des choses et on va continuer ce travail avec votre aide, hein, bien évidemment. On va continuer ce travail de réinformation. À bientôt. À bientôt.